Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de deux pays mais qui alors n'ont rien à voir. Le premier, c'est un pays parfait, un modèle social axé sur le bien-être de ses citoyens, un système de protection sociale à la pointe de l'humanité, un accès à l'éducation pour tous, éducation elle-même de très loin la meilleure devant tous ses concurrents européens. L'insécurité dans ce pays elle est quasiment absente, et même dans ces grandes villes, il n'y a pas une mouche qui vole. Dans ce pays, on a le plein emploi permanent, avec un taux de chômage en dessous des 3%. Pas compliqué de comprendre pourquoi, dans ce pays-là, on est très heureux. C'est l'un des pays les plus heureux du monde. L'autre pays, rien à voir. L'État a enregistré 314 fusillades l'année dernière, qui ont fait 113 morts. C'est l'un des pays européens les plus touchés par les meurtres par arme à feu, qui dépassent l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine. Dans ce pays, on a 26 000 cas de violences sexuelles. Sa troisième ville est surnommée la capitale du viol, rien que ça. Un taux d'illettrisme à 700 000. 700 000 bonhommes qui savent pas ni lire ni écrire. On a un modèle social ultra pesant pour les productifs. Bref, c'est la merde. Et figurez-vous que ces deux pays, c'est le même. 20 ans séparent ces deux descriptions. Aujourd'hui, on va tout comprendre, on va tout analyser à la chute vertigineuse de ce beau pays qu'était la Suède. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez une enquête sans doute la plus sourcée depuis Lovalvik. C'est parti. Et aujourd'hui, on parle de la Suède. Qui dit Suède, dit suédé, dit vêtements, dit dernier patriote. Pas mal la transition. Dernier patriote, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une marque 100% française spécialisée dans des vêtements de qualité, avec des broderies et des sérigraphies conçues ici même en France. Et on se demande, alors on s'interroge, quelles sont les dernières nouveautés chez Dernier Patriote ? On commence avec leurs casquettes brodées que j'avais annoncées et qui sont dès à présent disponibles. On va retrouver le t-shirt du Roi Soleil, un grand classique, et évidemment des goodies, des stickers et j'en passe et des pas mûrs. Et c'est pas trop, mais le temps passe, je plaisante. Et c'est pas tout, parce que la marque lance un truc assez énorme, on va se le dire, un buste de l'empereur, tout simplement, un buste de Napoléon en plâtre réalisé par le sculpteur français Augustin Thomas, installé à Florence. C'est tout simplement, on va pas se mentir, de la frappe atomique. Aussi, et c'est très important, c'est la fin de leur première collection de t-shirts, notamment le fameux t-shirt Deus Vult, ou alors la version française Deus Lo Vult, pour reprendre Charlemagne. Donc si vous le voulez, c'est maintenant ou jamais. Et évidemment, bon prince que je suis, avec le code promo Georges10, tu as le droit à 10% de réduction sur tous les produits. Et autre avantage, pour les 20 premières commandes, ils offrent une planche d'autocollant. Donc foncez. Alors rendez-vous dans le lien que je vous mets en description pour en savoir plus. Et nous, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors, je sais pas quel âge vous avez, vous qui regardez cette vidéo. Vous êtes sans doute trop vieux pour être heureux comme moi. Mais quand j'ai grandi avec une image totalement féerique de ce qu'était la Suède. Quand j'étais petit, la Suède, c'était un peu la France, mais en mieux. En mieux et avec des belles meufs. Dans ma tête, le Suédois moyen, il était blond, il écoutait Narjogan de Basshunter, et il avait, alors je sais pas pourquoi je pensais ça quand j'étais petit, il avait créé Ikea. Je pensais sincèrement que tous les Suédois avaient créé Ikea. Et pourquoi j'avais cette impression sur la Suède ? Parce qu'à l'époque, c'était un peu vrai. À l'époque. Au début des années 2000, la Suède est à son prime. Économiquement, elle croît de fou furieux. Son modèle est axé sur l'innovation et sur l'exportation. C'est l'époque où le secteur technologique explose avec Ericsson dans les télécommunications. J'en avais parlé à l'époque de ma vidéo sur Alcatel. C'est l'époque de Volvo pour l'automobile et évidemment, c'est l'époque du bois et du papier d'exportation. Cette richesse économique, elle est directement réinvestie, en partie dans l'éducation pour former les Basshunter de demain. C'est pour ça que pendant très longtemps, la Suède a l'un des meilleurs systèmes éducatifs du monde. Elle a ce système-là pour former une main-d'œuvre hautement qualifiée qui va innover et qui va exporter à terme des produits. T'as capté le délire.
la Suède a un système à l'époque éducatif ultra performant et elle est pionnière dans le game de l'État-providence. Ce sont un peu eux, les Suédois, qui vont mettre à la mode la sécurité sociale, les soins de santé, un accès à l'éducation gratuite et la couverture sociale étendue pour les familles et même pour les personnes âgées. Tout ce système suédois, ce système axé sur le bonheur des Suédois, ce système repose sur un très gros taux d'imposition pour financer l'énorme projet qu'est le système providentiel suédois. On estime qu'en 2000, 55% du PIB va dans les dépenses publiques, ce qui en faisait à l'époque un des taux les plus élevés d'Europe. Mais les gens sont globalement d'accord avec ça, les Suédois sont d'accord. La Suède est reconnue comme un territoire du bien-être. Population culturellement homogène, avec un indice de développement élevé où l'espérance de vie est la plus haute du monde. Le tout dans un climat de confiance généralisé où l'insécurité est quasiment absente de l'ensemble du territoire suédois. On avait à l'époque un homicide pour 100 000 habitants au début des années 1990, qui est extrêmement bas. Je vous laisserai voir les graphiques. C'est 7 fois moins par exemple qu'aux États-Unis. Bref, tout roule quelque part dans le pays de Basshunter et Narragansett. Et concernant l'immigration, qui va être un sujet plus tard, jusque dans les années 1970, on a une immigration qu'on appelle une immigration qualifiée, souvent plus qualifiée en termes académiques que les Suédois eux-mêmes. C'est le cas des Norvégiens ou des Finlandais. Dans les années 1970, et surtout après une politique qu'on appelait la politique multiculturelle suédoise d'Olof Palme en 1975, la Suède veut se poser en pays refuge et pionnier du multiculturalisme. On commence à avoir une immigration turque et iranienne. C'est dans ce cadre-là, dans ce cadre de cette nouvelle politique multiculturelle, qu'on va accueillir une vague d'immigration yougoslave, dont sera issu, par exemple, le très grand, le très fameux, le très célèbre Zlatan Ibrahimovic. Au début des années 2000, on change de stratégie. L'idée pour les pouvoirs publics suédois n'est plus d'accueillir une immigration de travail, mais une immigration familiale et de réfugiés. À la fin des années 1990, 10% de la population suédoise est née à l'étranger, notamment en ex-Yougoslavie et qui est venue en Suède à la suite de la guerre civile. Et on commence à voir des petits problèmes. Pas des très gros, mais des petits problèmes. Déjà, certains réfugiés yougoslaves importent avec eux leurs conflits et leurs armes. Quand tu as dans le même bateau de réfugiés des Croates, des Suédois et des Bosniaques, évidemment, ça joue pas aux cartes ensemble. Et c'est l'un des grands drames de la sécurité intérieure suédoise qu'ils ne vont comprendre que 20 ans plus tard, en voyant que les gangs utilisent des armes importées sur le territoire dans les années 90, donc importées par ces réfugiés yougoslaves. Et fatalement, l'autre problème de cette immigration dans les années 2000, enfin 1990 et 2000, c'est une augmentation assez sensible de la violence dans les rues, avec l'apparition des premiers gangs, qui ne sont alors que des regroupements par nationalité. On se met entre Croates, entre Iraniens, entre Turcs, bref. Et les autorités suédoises, à l'époque, elles s'en branlent un peu. On se dit, ces guerres de gangs, ça va rentrer dans l'ordre. Ce qui est en partie vrai. Des années 2000 à 2015, c'est 15 ans où la Suède va entamer littéralement sa descente aux enfers sécuritaires. Déjà parce que la Suède souhaite apparaître aux yeux du monde comme le pays qui accueille tout le monde et qui, par conséquent, met en place une politique de droit d'asile extrêmement souple et extrêmement ouverte pour les réfugiés, mais aussi pour la famille des réfugiés. On va donc avoir des vagues de migrants en provenance d'Irak dès 2003, de Somalie, d'Afghanistan et du Pakistan. En 1990, on avait 2% de musulmans en Suède, depuis ces pays-là notamment, plus les pays que je mentionnais tout à l'heure. En 2014, à la veille de la crise migratoire, on est à 6%, soit 3 fois plus. Et cette immigration n'est absolument pas intégrée, voire pire, elle va importer ses propres conflits comme le faisaient les Yougoslaves. Et pour comprendre la situation, il faut regarder les émeutes suédoises dans la période 2004 à 2015. Première grande émeute, c'est dans le quartier de Malmö, où sont concentrés les migrants en 2008. Le sujet de l'émeute, qui va durer plus de 2 jours et être décrit par la police comme, je cite, les émeutes les plus violentes que nous ayons jamais connues, c'est à cause de la fermeture d'un centre culturel islamique. Là, on va voir une véritable intifada qui va opposer des salafistes alliés aux antifas locaux avec la police suédoise. Autre émeute, 1 an plus tard, cette fois-ci elle est
pro-palestinienne à Malmö toujours, en 2009, à l'occasion d'un match de tennis qui oppose Israël à la Suède. L'idée n'est pas de dire si cette manifestation c'est bien ou mal, l'idée c'est que vous compreniez que le conflit israélo-palestinien n'était absolument pas un enjeu ou un sujet en Suède avant son importation via des populations. Et cette émeute, c'est très chaud. Le professeur d'histoire suédois Christian Garner décrira la situation en Suède à ce moment-là comme, je le cite, la pire crise pour les Juifs en Suède depuis la Seconde Guerre mondiale. On se rappelle, à l'époque, c'était pas ouf non plus. 2010, les émeutes de Rikemby, un quartier dont 90% de la population est d'origine immigrée de première ou de deuxième génération. Alors ces émeutes, elles commencent quand des jeunes sont interdits d'entrer dans un bal populaire et reviennent, normal, j'ai envie de vous dire, avec des cocktails Molotov. 2 jours d'émeute. Voilà, 2 jours d'émeute. Mai 2013, émeute de Stockholm cette fois-ci. Tout part de la mort d'un homme tué par la police et ça va devenir un espèce de prétexte d'insurrection pour tout le quartier. Je dis prétexte parce que l'homme en question, c'était un Portugais qui était expatrié et qui menaçait les policiers avec un couteau. Et les émeutes prendront pour thème à l'époque le racisme et la brutalisation de la police. Même le criminologue Sarnecki admet qu'il s'agissait à l'époque d'avoir une excuse pour pouvoir mener une espèce d'insurrection en Suède. D'un côté, le service d'ordre suédois et de l'autre, des Somaliens, des Érythréens, des Afghans et des Irakiens. Ça caillasse des flics, ça caillasse les pompiers, ça fout le feu à des commissariats, dans les métros, enfin bref, ça terrorise le quartier avec un bilan à 10 millions de dollars de dégâts. Il faut bien se rendre compte qu'on parle d'un peuple, les Suédois, qui n'ont absolument pas de culture révolutionnaire ou insurrectionnelle. C'est-à-dire qu'en 1000 ans d'histoire, il y a eu autant d'émeutes que depuis l'année 2008. Retenez bien ça, parce que ça va être très important pour la suite. Et chose très intéressante, au-delà de l'explication, alors non, il y a des émeutes, mais c'est à cause de l'inégalité, personne ne trouve, littéralement, il n'y a aucune étude sur l'origine de la violence chez les émeutiers. Sauf une personne, Arnulf Kolstad, qui montre qu'il y a peut-être à chercher du côté de l'origine des émeutiers et du manque d'intégration. Et à l'époque, on lui dit « hein, ta gueule ». Sauf que 2 ans après, tout le monde va tomber de très haut dans la capitale d'Ikea. Jusqu'en 2015, la situation est certes bien moins agréable pour les Suédois que dans les années 90, mais elle reste à peu près sous contrôle, pour 2 raisons. La première, c'est que la quantité totale d'immigrés que reçoit la Suède reste sous contrôle politique. Et ensuite, que cette population-là, elle est localisée ou parquée, selon notre bord politique, dans les bordures des villes, ce qui deviendra un problème par la suite, on le verra. 2015, c'est la crise migratoire. On l'a plusieurs fois abordé sur cette chaîne. La crise de 2015, ça désigne, grosso merdo, je vous résume un peu, un afflux massif de réfugiés et de migrants aux portes de l'Europe et en Europe. Et contrairement à ce qu'on croit assez souvent, c'est pas uniquement la guerre civile syrienne qui est en cause de cette crise des réfugiés. C'est l'origine du problème, évidemment, certes, mais c'est aussi que les pays qui endiguaient et qui retenaient historiquement les migrants, on pense notamment à la Libye, ces pays n'existent plus. Et donc on va avoir un phénomène d'appel d'air vers l'Europe, de Syriens à 50%, mais aussi d'Afghans, d'Érythréens, de Soudanais, de Pakistanais, de personnes issues d'Afrique noire ou du Maghreb. Ces migrants passent par 3 routes, la Grèce, l'Italie et la route qu'on appelle la route des Balkans, puisqu'elle traverse la Macédoine, la Serbie et la Hongrie. Et c'est cette route-là que vont utiliser les migrants pour atteindre l'Allemagne. On en avait parlé lors de ma vidéo sur la ligne de Cologne, et évidemment la Suède. Alors initialement, la Suède, elle est très chaude d'accueillir tous ces migrants en 2015, pour plusieurs raisons, qu'on pourrait qualifier de officielles et officieuses. Officiellement par ouverture d'esprit, grandeur d'âme, multiculturalisme et companax. Officieusement parce que la population suédoise est vieillissante et qu'une masse migratoire pourrait rajeunir sa population et à terme aider à maintenir le modèle social en place, puisque on espère que ces migrants qui arrivent travailleront. Pas sûr. La Suède à l'époque, c'est 10 millions d'habitants. En 2015, elle accueille 163 000 migrants. Donc c'est quasiment 2% de sa population totale. Et si on veut se faire une idée de l'ampleur du phénomène, c'est comme si en France, demain, on accueillait 1 million de réfugiés, du jour au lendemain. Ces migrants reçoivent un hébergement, reçoivent un soutien financier et un accès aux soins et à l'éducation. En 2015, la Suède devient l'un des pays les plus ouverts
aux demandeurs d'asile. Et depuis 2015, avant de faire machine arrière récemment, la Suède a accordé la nationalité à, on se tient bien, 660 000 migrants. Mais alors, de quelle immigration parle-t-on? Eh bien globalement, un peu tout le tiers-monde, avec en tête des Syriens et des Somaliens, respectivement 147 000 personnes et 53 000 personnes. Et la première chose que vont comprendre les autorités suédoises, alors j'aurais tendance à dire les autorités économiques suédoises, c'est qu'il va falloir repasser par le McDrive pour le dynamisme économique. Je m'explique. Dans un esprit parfaitement libéral et capitaliste, les autorités économiques, notamment les autorités financières, se sont dit que un travailleur suédois et un travailleur syrien, grosso merdo, c'est pareil, sauf qu'il y en a un qui écoute Cascada. Déjà, ces migrants ne vont pas du tout s'intégrer dans le système suédois. Ils vont être beaucoup moins productifs que les Suédois eux-mêmes. D'après les statistiques, quand un individu originaire d'un pays extra-européen intègre le marché du travail suédois, ses revenus sont 40% inférieurs aux travailleurs suédois. Conséquence, ce migrant-là génère moins de revenus, il paye moins d'impôts et fatalement, il coûte plus qu'il ne rapporte. L'analphabétisation touche aujourd'hui, selon Statistics Sweden, 700 000 personnes. Et c'est un gigantesque défi pour les autorités puisque les migrants sont analphabètes, mais on se rend compte aussi que leurs enfants sont analphabètes. Au prochain hiver, on s'attend à avoir une augmentation du chiffre de l'analphabétisation de 800 000 personnes. Et ce problème, on s'en rend compte dans les classements PISA. En Suède, on a un downfall total. Le système éducatif, il a coulé. Les violences dans les écoles ont explosé avec une augmentation de 36% des incidents en 2023. Et carrément, la Suède a tenté de truquer les résultats en retirant des évaluations les élèves nés à l'étranger ou ceux jugés trop faibles. Les migrants sont moins productifs quand ils travaillent, puisque chez les immigrés non européens en âge de travailler, seulement 53% occupent un emploi, contre 83% des Suédois. Là où l'immigration représentait un excédent économique de 1% en 1990, elle coûte aujourd'hui au système social suédois. Et la raison est très simple. Le système social suédois, très généreux, dépend de la productivité des travailleurs suédois. Il a été pensé par eux et pour eux. Et c'est la première leçon que vont prendre les Suédois de plein fouet. C'est une leçon économique. On viendra ensuite évidemment sur l'aspect culturel et sécuritaire. Quand tu reçois une immigration de masse peu productive, qui bénéficie du système de santé sans y participer, tu entres dans un cercle vicieux terrible. Plus le système social accueille des personnes sous-qualifiées, plus la Suède doit dépenser pour les intégrer. Plus elle dépense, moins elle gagne. Et donc, moins le système fonctionne pour tous les Suédois. Et finalement, l'ensemble des Suédois vont subir une baisse de niveau de vie, une baisse du niveau scolaire et tutti quantos. Et si je prends le temps de bien expliquer la situation économique dramatique de la Suède après l'arrivée des migrants, c'est que l'économie est toujours la raison à laquelle on ne s'attaque jamais quand on parle de la question migratoire. C'est le fameux « oui, mais attends, si on n'a pas de migrants, on va pas payer pour nos retraites et compagnie ». C'est faux. Donc on a vu que les milieux économiques et les élites suédoises se rendent très vite compte du piège dans lequel ils se sont foutus avec cet accueil massif de migrants en 2015. Mais ça, c'est pas le Suédois de base. Le Suédois de base, lui, il se rend compte qu'il y a un problème, mais il se rend compte qu'il y a un problème dans la rue. Et en premier lieu, on découvre un truc qu'on n'avait jamais vu avant, un peu dans les années 90, j'en parlais tout à l'heure, à savoir la guerre des gangs. L'immigration de première et de deuxième génération vont entraîner une hausse de fous furieux des attaques et des morts par arme à feu. En 2016, on avait 25 fusillades. Et en 2023, on en a 314. Ces 314 font 47 morts. Selon le Conseil suédois de la prévention de la délinquance, le BRA, on parle même de 113 morts par arme à feu. Pour vous donner une idée, la Suède, qui était l'un des pays les plus sûrs du monde pendant très longtemps, est maintenant le deuxième pays européen en termes de meurtres par arme à feu entre l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine. On a environ 1,6 personnes tuées par million d'habitants en Europe. La Suède, c'est 4. Ces fusillades concernent aussi les plus jeunes. En 2012, les jeunes de 15 à 20 ans représentaient 16% des suspects de crimes par arme à feu. En 2022, c'est plus de 30%. Et les statistiques sont globalement les mêmes pour les victimes. Les victimes sont de plus en plus jeunes. Pour comprendre ce phénomène, il faut parler des UTSATs.
pas comment on dit. C'est des quartiers où vont être amassés les migrants. Ces quartiers qu'on appelle les zones vulnérables abritent 5% de toute la population suédoise, mais concentrent 80% des tueries par arme à feu. Dans certains quartiers, on a un taux d'immigration qui est hallucinant. À Rinkeby, quartier au nord-est de Stockholm dont je parlais tout à l'heure dans les émeutes, on a une population à 90% immigrée. Progressivement, par peur, l'État suédois va complètement délaisser ces quartiers-là qui vont se développer de manière parfaitement autonome par rapport à l'État central. Et comme l'être humain a horreur du vide, il va y avoir des structures parallèles qui vont prendre le relais de l'État suédois, qui vont se mettre en place à partir des années 2010. Donc des structures qui sont parfois religieuses et parfois mafieuses. Et comme ces populations sont pas ou peu employés, faute de niveau scolaire ou juste désœuvrés et désocialisés, on commence à faire de l'argent différemment, puisqu'il faut bien vivre, notamment en trafiquant. Et le marché noir est avant tout noir, je plaisante. Le marché noir est avant tout un marché. Et qui dit marché, dit loi de l'offre et de la demande, avec des guerres de territoire qui correspondent globalement à des parts de marché. Et ces guerres-là se font avec des armes lourdes. Et là, vous vous dites « Oh, mais Georges, d'où elles viennent ces armes lourdes? Les Suédois en fabriquent pas. » Vous vous rappelez de ce que je vous disais au tout début de ma vidéo sur les premiers réfugiés yougoslaves qui ont été accueillis dans les années 80 et 90. Et ben voilà, elles viennent de là, les armes. Les autorités suédoises ont très longtemps voulu cacher cette réalité de la délinquance et des guerres des gangs à la population, mais la réalité va les rattraper par le callback via des faits divers assez sordides qui débordent du milieu du crime organisé et qui vont toucher les Suédois lambda de plein fouet. En avril dernier, il y a un crime qui va secouer tout le pays, c'est l'histoire de Mikael Janicki, 39 ans, bon père de famille, qui a été tué d'une balle dans la tête devant son fils alors que les deux allaient à la piscine. Le criminel, c'est Mohamed, 18 ans, arrivé en Suède en 2007, et tout serait parti d'une petite embrouille de riverains. Aujourd'hui, l'ONG Global Initiative met une note de 4,7 à la Suède en termes de crimes organisés. Et le gouverneur de la Banque de Suède, Erik Teden, a déclaré au Financial Times que les fusillades et les attentats commençaient à nuire carrément à la croissance économique du pays. Et ça me permet de faire un petit crochet avant d'aborder toute la partie sur l'impact culturel que va avoir cette immigration en Suède, sur la notion même d'immigration. En fait, lorsqu'on dit « oui, tous les problèmes en Suède sont dus à l'immigration », c'est pas vraiment vrai. Déjà, on l'a vu, la Suède a eu d'autres immigrations avant qui n'ont pas posé ou qui n'ont pas spécialement causé de problèmes. Au contraire même, si on pense à l'immigration norvégienne et danoise dans les années 70. Ensuite, c'est pas tant l'immigration récente que l'inadaptation du système suédois qui va poser problème. Je m'explique. Quand un pays accueille qui que ce soit il intègre cette population, soit il s'adapte à cette population. Et comme la population, en 2015, la population à accueillir était trop nombreuse, même si ce n'est pas qu'un problème de nombre, on le verra, la Suède s'est retrouvée dans l'exact entre-deux. Elle n'a pas choisi entre intégration et adaptation. Elle n'a ni intégré et elle ne s'est pas adaptée à ces nouvelles populations. Historiquement, la Suède est un pays paisible, où il y a une relative absence historique de violence interne à l'État. Ce qui a fait que les institutions suédoises n'ont jamais pensé véritablement la violence physique, justement à cause de cette homogénéité et de cette cohésion sociale. C'est une société qu'on pourrait appeler pacifiée pendant très longtemps. Par exemple, la police suédoise était surtout connue pour de la prévention et des méthodes orientées vers la désescalade. Et l'arrivée d'une nouvelle population, d'une nouvelle culture, une culture qui n'a pas du tout ce même rapport à l'État et à la violence, a été complètement incomprise par les autorités. Justement parce que ces autorités étaient dans l'entre-deux, entre intégration et adaptation. L'intégration qui n'est, je pense, pas possible quand on parle de 160 000 individus en un an, la Suède aurait dû adapter son système sécuritaire. Par exemple, renforcer les forces de l'ordre, créer des unités spécialisées dans la lutte anti-gang, comme ce qu'on a avec la BRB en France, former des policiers aux conflits violents en milieu hostile, investir dans des technologies de surveillance, et j'en passe. Ça, elle l'a pas fait. Et ce que je dis, c'est aussi transposable à l'économie. Au niveau économique, la Suède n'avait plus, en 2015, les moyens de son état social axé sur le bien-être. C'est juste plus possible. Parce que cet état social, il nécessite une excellente formation axée sur l'innovation et une très grande productivité des individus, puisque ces individus, on va ensuite les taxer. Ce qui n'était plus le cas
démographiquement. La stratégie aurait donc été de restreindre son système de redistribution, d'en faire un truc peut-être un peu plus libéral, parce qu'il y avait juste plus assez d'argent, quoi. Il n'y avait plus assez d'oseille pour faire tourner ce modèle avec ces nouvelles populations. Et là, on va s'attaquer à un gros morceau, particulièrement glauque, qui est l'explosion des viols, des agressions sexuelles et des viols collectifs dans le pays. Je vous mets le timecode si vous voulez reprendre la vidéo quand ça parlera plus de ça, pour ceux qui ont peut-être des petits traumas par rapport à ça. Mais ça va être pas marrant, quoi. On va pas se taper une barre. Si on se met dans la peau du Suédois moyen ou de la Suédoise moyenne, ces années 2000 et 2010 sont particulières. C'est un lent recul de son modèle, et lui, il le constate. Et culturellement aussi, pour le Suédois, c'est un voyage. Historiquement, la Suède est un pays où l'égalité homme-femme est fondamentale. Le congé parental en 1974, les politiques publiques pro-égalité, politiques paritaires dès les années 90, et j'en passe. Et les populations accueillies, pas le même délire. Il y a un événement qui va mettre la lumière sur le fossé entre les populations accueillies et la culture suédoise. Cet événement, c'est une espèce de transposition suédoise de la nuit de Cologne. La nuit de Cologne en Allemagne. Enfin, en plus, c'est plus l'inverse. C'est plus la nuit de Cologne est une transposition de ce que je vais vous raconter. Ce que je vous raconte, c'est le festival We Are Stockholm. Ce festival, comme son nom l'indique, est un festival annuel de musique destiné aux jeunes. Entre le 14 août et le 15 août 2015, pendant le festival, on va avoir des agressions sexuelles de masse et des attouchements, parfois des viols, de la part de groupes d'hommes sur des femmes et parfois de très jeunes adolescentes, voire, si on est taquin, des enfants. Le mode opératoire sera celui qu'on retrouvera à Cologne l'année suivante, à savoir un groupe organisé encercle une ou plusieurs femmes, les sépare de leurs amis et les agresse sexuellement. Je vous renvoie à ma vidéo sur les événements de Cologne, parce que le modus operandi est totalement le même. Et la réaction des autorités, pareil, c'est la même. Mais parce que aussi, les agresseurs sont les mêmes. Dans un premier temps, les autorités vont minimiser et, selon le Guardian, délibérément sous-estimer les attaques pour ne pas accroître le sentiment anti-immigré. Parce que les agresseurs sont, d'après le livre-reportage de Kaj Zanorman, entièrement des mineurs isolés, non accompagnés. Et je pense que bien plus, je ne sais pas si on peut faire une hiérarchie, mais bien plus que la guerre des gangs ou l'impact économique négatif que va avoir l'immigration, ça va être le traitement des femmes qui va alerter les Suédois sur le danger de cette immigration massive. Par exemple, depuis 2013, les violences sexuelles, les viols et les agressions sont en constante augmentation avec une année charnière, vous l'aurez deviné, en 2015. Aujourd'hui, la Suède est le premier pays européen par taux de violences sexuelles signalées. Pour vous donner une idée du drame, on était sous la barre symbolique des 500 en 1981 et on arrive à 4000 en 2008 et à 9500 en 2021. Des agressions et des viols qui vont aussi se traduire par d'autres faits divers complètement glauquissimes. On pense notamment à Luna, 9 ans, violée par un migrant éthiopien, étranglée avec ses propres lacets et laissée pour morte attachée à un arbre. La gamine finira handicapée moteur et handicapée physique à vie. Le migrant en question était déjà connu pour des faits similaires. Il était arrivé en Suède en 2017. Il avait agressé des femmes en 2019, en 2021, et là, il avait remis le couvert, quoi. Les scientifiques de la revue Forensic Science Research, face à l'épidémie des agressions sexuelles et devant l'inaction du gouvernement, se sont interrogés. Qui peut bien être à l'origine de ces agressions sexuelles et de ces viols dans un pays pourtant réputé pour son calme et pour sa bienveillance ? Du coup, elle a pris la période récente et sur 3000 délinquants sexuels, 99% étaient des hommes, ça fera plaisir à nos amis féministes. Moins plaisir par contre, quasiment la moitié étaient nés hors Union européenne, 47,7%, ça monte à 58% pour les 5 dernières années. Dans le cas où les victimes ne connaissaient pas leurs agresseurs, les proportions de délinquants sexuels nés à l'étranger étaient de 80%. Plus d'un tiers de ces gens-là étaient issus du Moyen-Orient et un quart du reste de l'Afrique. C'est un peu la même chose quand on s'interroge sur l'explosion des viols collectifs dans le pays. Autant te dire que c'est un truc que n'avait jamais envisagé le Suédois moyen avant les années 2000. Bon, il a dû se familiariser un peu. Très sérieusement, certains spécialistes ont parlé d'une épidémie de viols collectifs dans le pays et en vrai, on comprend un peu le délire. Et face à ça, le magazine suédois de vulgarisation scientifique Forskning et Framsteg, je crois que c'est comme ça qu'on dit, s'est demandé, mais alors pourquoi il y a une explosion des viols collectifs dans notre beau pays qu'est la Suède depuis les années 2000 ? Et là encore, dans les mêmes proportions, je cite l'article, dans les viols collectifs impliquant 3 auteurs ou plus, 40% étaient nés à l'étranger.
Ça comprend pas ceux qui ont été naturalisés, c'est juste des mecs qui sont nés à l'étranger. Le journal Expressen, qui enquête aussi sur ces viols collectifs, a dressé le portrait robot de ces violeurs et ce portrait le voici. C'est un homme de 21 ans, de sexe masculin et sur 43 condamnés, 40 sont immigrés ou de parents immigrés. Autre enquête d'Aftonbladet, sur 112 hommes condamnés pour des faits de viol collectif depuis 2012, 82 étaient nés hors d'Europe. Concernant les victimes, l'âge moyen c'est 15 ans et dans 2 tiers des cas, elles ne connaissaient pas son agresseur. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu lire que Malmö, donc la 3e ville suédoise, était la capitale du viol. Enfin, c'est ce qu'avait dit Nigel Farage en 2017. Alors l'organe, c'est marrant parce que l'organe de fact-checking Euronews avait dit « Attendez, on va vérifier parce que lui, il est d'extrême droite. » Et il avait quand même reconnu que selon les chiffres de l'ONU, la police avait enregistré le nombre le plus élevé de viols en Europe dans cette ville. Mais ce que je viens de dire, ça explique pas tellement pourquoi. Pourquoi les nouveaux arrivants ont des taux d'agression sexuelle et de viol bien supérieurs à la moyenne nationale suédoise? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ces groupes d'individus expérimentent une très grosse dissonance culturelle. Ils viennent de pays ultra-patriarcaux où il n'y a pas d'égalité, véritablement, homme-femme. Dans les faits, je veux dire, dans la loi, il n'y a pas d'égalité homme-femme dans ces pays-là. Quand ils arrivent, ils se croient globalement tout permis. Et ils n'arrivent pas à se comporter de manière acceptable avec la gente féminine, puisqu'ils n'ont pas appris à le faire. Évidemment, je ne généralise pas, il y a forcément des Syriens qui ont appris à le faire, mais dans leur grande majorité, ils n'ont pas appris à le faire. Ils n'ont pas appris à le faire et surtout, ils n'ont pas appris à le voir. Dans les sociétés patriarcales, les femmes ne s'habillent pas librement. Les femmes ne sortent pas seules, elles n'ont pas la liberté qu'elles ont en Europe. Et dans tous les rapports de police suédois que j'ai pu lire, en français j'ai traduit évidemment, je ne parle pas suédois, les migrants interprètent une femme qui s'habille un peu léger, on va dire, ou qui marche seule, ils l'interprètent comme une femme qui est disponible, en mode elle veut quoi, elle n'a pas de mari, elle veut, pour vous montrer le fossé culturel qu'il y a. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la théorie des groupes masculins déstabilisés. Ceux qui arrivent en Suède sont des hommes, fatalement, dans la force de l'âge. Ces hommes-là traînent en bande. Donc parfois, mal parler à une femme ou la tripoter dans la rue, ça va être un moyen de prouver sa virilité auprès des autres. Autre raison qui, je pense, est la plus importante de toutes celles que je suis en train d'énumérer, les sociétés d'origine des migrants sont des sociétés qui sont extrêmement strictes, avec un contrôle social, voire un contrôle politique très puissant pour l'individu. C'est la famille, c'est la religion, c'est l'État. Ils ont appris, parfois dans la violence, le comportement qu'il fallait avoir. Et il n'y a qu'à voir les châtiments pour les violences contre autrui, voire même les violences en cas de viol ou d'adultère. C'est très brutal. Donc ils ont grandi avec des lois extrêmement strictes, dans un cadre très bien défini. Là, ils arrivent en Suède, dans une société qui est ultra-libérale, où l'État n'a absolument pas le même rôle que chez eux. Ils vont donc interpréter ça, vu qu'ils ne sont pas cassés les dents, comme un go de principe. Genre, si tu ne te fais pas éclater au sol après avoir commis un crime, c'est que ce crime est permis. Ils interprètent le laxisme des sociétés occidentales comme une absence de contrôle. Mais c'est parce que ces deux modèles-là sont deux modèles de société qui n'ont rien à voir et qu'aucun des deux n'est adapté à l'autre. Et c'est ce flou dont je parlais tout à l'heure dans la guerre des gangs qui entraîne l'explosion des violences et en l'occurrence l'explosion des violences faites aux femmes. Et changer cette perception de la femme sur des populations migrantes, ça se fait pas en 2 ans et demi. C'est un travail sur 3-4 générations et encore. C'est pour ça que accueillir des migrants, d'accord, mais il faut prendre en compte qu'on sacrifiera les femmes pendant 20 ou 30 ans. C'est comme ça, c'est quasiment une espèce d'anthropologie humaine. Le plus intéressant dans ce que j'ai lu et dans ce que j'ai vu, c'est que malgré le discours « mais non, il n'y a pas d'insécurité en Suède, c'est un fantasme, les femmes suédoises sont très heureuses dans le pays, si, je te jure, j'en connais une », les chiffres ne mentent pas. On a eu depuis 5 ans, une explosion des ventes de sprays d'autodéfense. La chaîne de magasins Kell et compagnie, dont c'est le produit phare, a progressé de 90% de 2018 à 2020. Et on a noté une augmentation de 21% de vente des bombes lacrymogènes. Donc très vite, la société suédoise se dit qu'il y a un truc qui déconne. L'esprit bien pensant suédois empêche de faire des liens, mais électoralement, les Suédois se radicalisent. Et il y a un parti en particulier qui va s'épaire, c'est les démocrates de Suède, ou
SD, comme les cartes. Il est fondé en 1988, mais il reste quelque part une vaste blague jusqu'en 2015, année où Jimmy Akeson prend la tête du bordel à 26 ans. À l'époque, le parti tourne autour des 0 à 1%. C'est un parti qui a deux thèmes, clairement, la sécurité et l'immigration. Mais on comprend bien que les deux sont liés. Plus de sécurité contre l'immigration et moins d'immigration pour plus de sécurité. 2010, les démocrates de Suède entrent au Parlement avec 5,7% des voix. 2014, 13% des voix. 2018, 17,6% des voix. 2022, 20,7% des voix. Et ce parti-là n'augmente pas grâce à CNews ou Bolloré, je vous le dis direct. C'est une réponse à la gestion catastrophique de l'immigration et de la crise migratoire en Suède. La meilleure preuve, c'est que le discours sécuritaire du parti va être appliqué par le gouvernement suédois himself. Le ministre de la Justice suédois a déclaré vouloir un changement systémique, inspiré du Danemark, avec des peines plus longues pour les crimes graves, des doubles peines pour les membres de gangs qui commettent des délits, des prisons spéciales et globalement, je vous résume, une société où la surveillance électronique serait généralisée. Il s'est dit aussi favorable à l'intervention de l'armée pour gérer la guerre des gangs. Et là, vous comprenez très vite, la Suède est en train de s'adapter à l'immigration et non l'inverse. Donc, on a eu une phase de déni, très clairement, puis une phase d'adaptation très tardive, et là, depuis quelques années, enfin même depuis 1 an, j'ai envie de dire, on a un rétropédalage sur la question migratoire en Suède. C'est la maire de Göteborg, maire de gauche, qui avait regretté le retard qu'avait pris la Suède en matière de lutte contre l'islamisme, en particulier dans le pays. La journaliste Magnus Sandelin explique même qu'on a voulu détourner l'attention des Suédois vers autre chose avant de comprendre qu'il était trop tard. C'est pourquoi, en 2024, pour la première fois, l'émigration, donc les gens qui partent, a été plus importante que l'immigration en Suède. Le gouvernement suédois a augmenté l'aide au retour, veut augmenter l'aide au retour par migrant à 30 000 $, 30 000 euros par personne qui retournerait dans son pays d'origine. Il y a eu des déclarations assez fortes, comme celle du Premier ministre suédois qui a admis s'être trompé, littéralement, sur l'immigration. Je le cite, « L'immigration de masse ne fonctionne pas. Nous devons changer la politique migratoire suédoise pour qu'elle devienne la plus stricte de l'Union européenne. » Le politologue spécialiste de la question, Henry Milner, il se permet un constat assez dark. Il dit, je le cite, « C'était un nombre trop élevé de réfugiés, l'intégration n'a pas réussi. » Aujourd'hui, sur toute la population suédoise, on estime que 2,17 millions d'individus sont nés à l'étranger, soit 20% de la population totale. C'est 2 fois plus qu'à l'année 2000 et 4 fois plus que dans les années 70. Alors comment conclure? Quel constat tirer de tout ce que je vous ai dit depuis quasiment 1 heure? L'ex-PDG de Scania, Leif Östling, lui, il est très clair. En 2020, il a expliqué que la Suède se dirigeait très clairement vers une guerre civile à cause justement du développement indépendant des enclaves étrangères qui ont commencé dès les années 2000 et qui se sont accentuées en 2010 puis en 2015. Surtout, Östling, il est issu du milieu des affaires, qui se chie dessus habituellement quand il faut parler des sujets qui fâchent. Alors pour que cette idée de l'erreur migratoire arrive et s'assume dans un milieu des affaires généralement très hostile à des constats comme ça, je vous laisse imaginer le sentiment qu'ont les Suédois lambda qui constatent le chantier qu'est devenu le pays. Et alors pourquoi j'ai fait une vidéo aussi longue sur la Suède? Pourquoi j'ai pris le temps de vous montrer avec des chiffres sourcés et compagnie, de vous montrer comment l'intégration n'a pas fonctionné? Et bien pour que vous compreniez que l'immigration bouscule tout dans une société, notamment au niveau de la sécurité. Si un migrant ne s'intègre pas, il force l'État à s'adapter. Il force l'État à adapter son modèle pour que le pays puisse vivre en sécurité. Et puisqu'on ne peut pas intégrer des peuples tout entiers, mais des individus, on n'a pas le choix de s'adapter à ces migrations. Et la conséquence, c'est qu'on demande plus de sécurité, on demande plus d'État, on demande plus de surveillance. Mais personnellement, moi, Georges, j'ai pas envie de vivre dans une société ultra fliquée à la chinoise avec des caméras partout et un contrôle sur les individus permanent. Je sais que malheureusement, c'est un mal nécessaire, mais je le considère comme un sacrifice. Et c'est tout le cercle vicieux qu'entraîne l'immigration dans les sociétés occidentales. Plus l'immigration augmente, plus les tensions sociales et la violence augmentent, plus les citoyens sont en demande de sécurité, alors qu'il aurait juste fallu initialement restreindre le flux d'immigration. En fait, dès lors que l'État est contraint d'adapter ses lois à l'immigration, en matière économique ou en matière sécuritaire, c'est qu'on est déjà trop loin dans le processus migratoire.
Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette enquête. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Je pose mon stylo là. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!